le sujet immobilier du jour, donc, avec Sylvie Filière, je le rappelle, directeur de la structuration et de l'ingénierie juridique de Natixis Wealth Management. Sylvie, on parle avec vous, alors, de l'opération OBO en immobilier, Owner Buy Out, une opération de refinancement de ces biens immobiliers. Vous allez nous expliquer effectivement, alors déjà, à quel objectif répond ce type d'opération et comment ça marche? Alors, d'abord, l'OBO, effectivement, c'est un terme qui n'est pas forcément familier pour tout le monde. OBO, on le connaît très souvent dans les opérations capitalistiques, LBO, OBO. Et effectivement, en matière immobilière, c'est le même mécanisme. Alors, de manière schématique, qu'est-ce que c'est qu'un OBO immobilier? Un OBO immobilier, c'est une personne physique qui détient en direct un actif ou plusieurs actifs immobiliers de rendement, de préférence, qu'elle va céder à une SCI, une société effectivement civile immobilière. Elle va le céder et cette société, cette SCI va s'endetter. Elle va s'endetter pour acheter cet actif immobilier ou ces actifs immobiliers. Pour rembourser ce crédit, elle va s'appuyer sur les loyers générés par cet actif immobilier. Donc c'est des biens immobiliers de rendement de préférence. De préférence, effectivement. De préférence, puisqu'effectivement la SCI qui est créée, c'est une SCI qui est créée à cet effet. Alors, elle est créée à cet effet avec le conjoint, les enfants, voire les petits-enfants, et elle n'a pas, en général, d'autres revenus que l'actif qui va être intégré dans cette structure. Donc ça, c'est le schéma, on va dire, simple d'un OBO immobilier. Alors, vous me disiez... L'objectif. Alors, l'objectif, je vais en citer 3 et je vais les hiérarchiser. Pourquoi ? Parce que l'OBO immobilier, il répond à un intérêt primordial pour nous, c'est la transmission. C'est transmettre un patrimoine qu'on détient dans la famille depuis un certain temps et qu'on veut conserver, mais qu'on veut transmettre. Alors, vous allez me dire, mais Sylvie, on peut transmettre autrement ? Bien sûr. Je pourrais très bien donner la nue propriété à mon fils et garder l'usufruit. Alors, si vous faites ça, c'est vrai, vous pouvez commencer à transmettre comme ça, mais vous restez quelque part dans une sorte d'indivision. Et les décisions, on le sait, peuvent être parfois difficiles. En créant une SCI, vous pouvez rester le capitaine à bord. Déjà, vous restez gérant, vous avez des statuts qui vous permettent de faire pas mal de choses tout seul. Donc, ça permet effectivement de concilier certaines choses qui sont parfois pas faciles quand on est en indivision. C'est une gouvernance différente, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, exactement. Mais vous dites l'objectif, avant tout, ça doit être la transmission. Voilà. Alors ça, c'est effectivement le premier objectif pour éviter tout ce qu'on appelle requalification fiscale de vente à soi-même. Donc, pour moi, l'objectif primordial, c'est effectivement la transmission. Après, effectivement, il y a un objectif qu'il ne faut pas négliger, c'est liquéfier son patrimoine immobilier. Nous avons des clients qui ont des patrimoines conséquents, très élevés, mais composés pratiquement ou quasi exclusivement d'immobilier. L'âge avançant, il faut effectivement se poser la question et se dire, est-ce que je diversifie pas ? Est-ce que je ne vais pas aller vers des placements financiers, contrats de capi, assurance vie, qui peuvent être effectivement très intéressants. Donc, on liquéfie quelque part, puisqu'on récupère un chèque. Bien sûr. On liquéfie son patrimoine. Ça, c'est le deuxième intérêt. Et le troisième intérêt, puisqu'effectivement, je disais que je hiérarchise un petit peu. Dans l'ordre d'importance. Dans l'ordre d'importance, c'est effectivement... quand on détient un actif immobilier en direct, on a des revenus fonciers. Là, on va encapsuler ces revenus dans une structure fréquemment qu'on va utiliser à l'IS. Donc, effectivement, on va un petit peu modifier la fiscalité de ces revenus. Quelles sont les conditions à réunir pour que l'opération soit un succès, Sylvie ? Alors, comme je vous le disais, la SCI va devoir emprunter et rembourser son crédit. Alors, effectivement, il faut des loyers. Chez nous, nous ne faisons pas d'OBO immobilier sur des résidences secondaires ou des résidences principales parce qu'effectivement, il n'y a pas de loyer. Donc, dès lors qu'il y a des loyers, effectivement, la SCI va pouvoir rembourser ce crédit. Mais, et je pensais que vous alliez me poser la question, mais parfois, effectivement, on a des actifs immobiliers qui ne génèrent pas forcément suffisamment de loyer pour amortir un crédit sur 15 ans ou 20 ans. Alors, comment on fait ? Est-ce qu'on ferme le dossier ? On dit non, on ne peut pas faire cet OBO immobilier. Non, on a d'autres techniques. On a des techniques qui permettent effectivement, parce que on a par exemple des baux 1948 qui sont pas forcément au goût du jour aujourd'hui avec des loyers au marché ou pas indexés. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre, si je prends une base 100 de mon actif immobilier, on a une première technique qui est de dire, voilà, votre actif immobilier il vaut 100. On ne va pas faire une cession pour ça, on va faire un apport cession. Donc on va ventiler, par exemple 20 d'apports, 80 de cession. Et je rappelle qu'un apport, ça se rémunère comment ? Non pas par du cash, un apport en nature. La personne physique va recevoir en échange des titres de la SCI. Donc ça veut dire que l'endettement, il va porter que sur 80. Donc, effectivement, ça peut être une solution. La deuxième solution, ça peut être de dire, effectivement, moi, je veux faire qu'une cession. Je veux céder pour 100. Alors, comment on fait ? On va dire, la société va régler directement les 80.
donc s'endetter pour 80, et on va faire ce qu'on appelle un crédit vendeur, avec une inscription de la quote-part qui n'est pas... dans un compte courant, dans les livres de la société. C'est une dette que la société aura sur la personne physique. Et ce n'est pas négligeable. Pourquoi ? Parce que quand il y aura un retour à la liquidité, il faut savoir qu'un compte courant, on peut sortir l'argent sans frottement fiscal. Donc ça, c'est la deuxième technique, on va dire. Et la troisième technique qu'on peut utiliser, en plus des deux d'ailleurs, c'est que je peux très bien faire un prêt amortissable sur 20 ans et je peux mettre une tranche in fine pour essayer effectivement de permettre et de m'adapter au loyer. Et je peux combiner les trois. Donc ça, si les loyers ne compensent pas toutes les charges, effectivement, il y a toutes ces solutions-là qui permettent de rendre l'opération viable et intéressante. Et éligible. Alors effectivement, si en faisant ces trois techniques, ça ne passe pas, effectivement... vaut mieux fermer le dossier. Il y a peut-être autre chose à faire. Voilà, effectivement. À quoi est-ce qu'il faut faire attention, Sylvie, les écueils ou les complications qu'il faut peut-être avoir en tête parce qu'effectivement, quand on parle de l'obo immobilier, effectivement, après, on a une série de clients qui me disent « Ah Sylvie, je veux faire un obo immobilier, ça m'intéresse. » Il faut faire attention. Premièrement, attention à quoi ? Au prix de cession. Pourquoi ? Parce qu'on peut être tenté, effectivement, de dire je vais dégager des liquidités conséquentes. Attention, parce que effectivement, si je reprends ma base de 100, si je le vends 100 et que mes déclarations IFI, l'actif il était à 80 ou à 60, je vais attirer une certaine curiosité de l'administration fiscale. Donc voilà, on fait attention. Retour au point, c'est-à-dire que l'objectif principal, ça doit être la transmission. Exactement. Mais attention, à l'inverse, un prix trop bas peut générer aussi des problématiques. Pourquoi ? Parce que si mon actif, parce que je me dis, moi ce que je veux, c'est transmettre. Oui, c'est ça. Bon, un petit peu liquidité, pourquoi pas, mais je veux transmettre. Si je mets un prix à 80, je peux être confronté à quoi ? À la préemption de la mairie, par exemple. Et donc là, effectivement, je voulais garder ce bien dans le patrimoine familial et je le mets à un prix qui n'est pas le prix du marché. Et une mairie peut tout à fait préempter et dire, tiens, chez Inoccasion, c'est un actif qui a un prix en dessous du marché. Donc le prix doit être à la juste valeur et correspondre à ce qu'on a l'habitude de déclarer dans sa déclaration IFI. Ça, c'est le premier aspect, premier écueil. Le deuxième écueil, c'est qu'effectivement, quand on fait un obo, l'actif doit être pas ou peu endetté. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, lorsque je vais générer des liquidités, si ces liquidités sont obérées par le remboursement du crédit, finalement, même si, Grégoire, je reviens, c'est pas l'objectif, mais quand même... ça dessert l'intérêt de l'opération. Ça dessert un petit peu l'intérêt. Ça, c'est le deuxième écueil. Le troisième, je dirais que avant de se lancer dans une opération d'obo immobilier, il faut bien garder en tête que c'est des opérations qui génèrent des coûts. C'est quand même des mutations avec des frais de notaire de l'ordre de entre 7 et 8%, une plus-value. Puisqu'effectivement, selon la durée de détention du bien qui est cédé, il y aura plus ou moins des abattements, mais pas forcément. Donc, c'est la nature d'une opération immobilière classique, qui a des coûts et... Tout à fait. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'effectivement, si l'intérêt primordial du client, c'est de dire « je veux générer des liquidités », on ne fait pas un obo, il y a d'autres techniques, il y a des crédits hypothécaires basiques où il n'y aura aucun frottement puisqu'il n'y a pas de vente. Donc vraiment, l'obo immobilier, il doit être vraiment un outil de transmission. L'outil de transmission. Avec des bénéfices effectivement éventuels sur la liquidité, sur la fiscalité, évidemment. Mais l'objectif initial, ça doit bien être la transmission. Tout à fait. Merci beaucoup Sylvie, merci d'être venue nous expliquer les mécanismes donc, de cette opération de refinancement de ces biens immobiliers, l'OBO, Owner Buy Out, avec Sylvie Fillière, directeur de la structuration et de l'ingénierie juridique de Natixis Wealth Management, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.